vaste question pour commencer cette matinée. Comment repenser les modèles économiques pour ne laisser aucun public à l'écart des infrastructures vitales, hein, l'accès à l'eau, à l'énergie, au numérique, pour ne citer que, sont aussi des causes de fractures sociales. Les entreprises le savent. Elles, vous intégrez de plus en plus la justice d'accès dans vos stratégies RSE. Alors, Isabelle Patry, vous êtes à côté de moi, alors on va commencer avec vous. On ne va pas refaire ensemble l'histoire des Gilets jaunes, mais c'est vrai que ce mouvement a quand même enclenché, à partir de la question des prix du carburant, des ronds-points, tout ça, un besoin de réflexion sur les fins de mois, sur la précarité, et donc sur le rôle social, sociétal de l'entreprise. Vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, je vais vous en dire un mot. Bonjour à tous. En fait, Thomas Weber en parlait tout à l'heure brièvement. C'est vrai que ce déclencheur d'une taxe qui tout d'un coup allait peser 9 centimes, qui peut sembler sur les prix du carburant en 2018, a déclenché cet énorme mouvement et a en fait été, je dirais, le point de départ de ce collectif, parce que tout le monde s'est dit, finalement, il y a un petit déclencheur lié à une énergie indispensable à la vie, indispensable au quotidien des Français, qui ont besoin de prendre leur voiture pour aller se déplacer et travailler tous les matins. C'est vrai pour l'énergie, c'est vrai pour d'autres activités, l'assurance, la connexion Internet, le lait maternel, etc. Et donc, ce collectif s'est constitué autour de cette réflexion de quel est le lien et que peuvent apporter les entreprises dans la cité, avec un grand C. C'est un peu ce que disait la ministre. Quel lien et quelle responsabilité on décide d'avoir comme engagement nous, entreprises, pour pouvoir y accéder et pouvoir faire ce lien entre des populations fragiles qui vont réagir. Et ce collectif s'est créé notamment autour de ce groupe de travail très particulier. Comment est-ce qu'on peut modéliser des offres pour les publics fragiles, pour nos clients fragiles, pour nos salariés fragiles désormais aussi. Et aujourd'hui, le collectif a vu un certain nombre d'initiatives. Certains autour de cette table vont en parler d'ailleurs. C'est vrai pour l'eau, c'est vrai pour l'énergie, c'est vrai pour l'alimentation, c'est vrai pour la connectivité Internet. On a besoin de tout ça dans nos vies. Et on s'est dit qu'on allait se réunir pour essayer de partager. Il y a eu plusieurs étapes. Une première étape, de faire l'inventaire des fragilités et de l'identification des publics fragiles, parce que c'est pas si simple d'identifier un public fragile, et lui-même, il va pas forcément s'identifier. Et deuxièmement, partager entre nous, parce qu'entre les banques, les services et les biens, finalement, comment est-ce qu'on peut avoir un rôle collectif? Et Thomas le disait, on a des collectifs dans les territoires, dans des zones rurales, dans des zones éloignées, qui ont besoin aussi qu'on se mobilise. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'offres qui ont été modélisées. Je pense au programme Malin, mais vous en parlerez, pour le lait maternel. Je pense à ce que nous avons fait dans l'énergie, puisqu'on identifie nos publics fragiles par le chèque énergie, qui justement permet d'eux. La difficulté d'identifier ces publics, mais la capacité de ce collectif à se mobiliser pour justement faire ce lien, c'est ce qu'on a voulu faire et c'est la raison d'être de ce collectif. Donc Thomas disait 6, puis 12, aujourd'hui 38. Et alors, tant que vous avez le micro, Thomas Weber lui disait aussi, partagez les bonnes pratiques. Vous nous donnez quelques exemples de ce que vous avez fait ? Oui, alors nous, chez Total Energy, on a essayé d'identifier ces publics. Et on s'est dit, notamment il y a 2 ans, quand les prix des carburants sont montés à des sommets, quels sont ceux qui ont besoin de ce carburant, ne peuvent pas supporter la facture, mais sont au service des fragiles. Et on a trouvé finalement... c'est une association qui est connue de vous tous. Quand on est dans les territoires, même à Paris, même en Île-de-France, c'est les aides à domicile en milieu rural qui ont des salaires qui sont des salaires limités, qui accompagnent des populations elles-mêmes fragiles, qui font ce lien du social et du médical dans ces territoires. Et donc, on a décidé, à ce moment d'envoler, ils sont 80 000, de les soutenir avec des bons carburants. Mais je dirais que c'est une opération qui nous a permis de les identifier, mais c'est
une fois et vous les identifiez à un moment clé. Mais au fond, qu'est-ce qu'on fait dans le quotidien? Et donc, dans le quotidien, on a décidé de développer des rendez-vous solidaires. Et ces rendez-vous solidaires nous permettent, pour ceux qui ont des contrats et qui se chauffent au gaz ou à l'électricité avec des contrats Total Énergie, en fait, ils ne vont pas s'identifier tout seuls. Vous n'appelez pas en disant « je suis fragile et aidez-moi ». En fait, il y a une espèce de réserve quand même à la fragilité. Et ça, il faut quand même bien l'avoir en tête. Et donc, on a décidé de faire des appels sortants et d'identifier par ces chèques énergie nos populations fragiles, ceux qui avaient des difficultés à payer, ceux qui avaient un profil de consommation qui pouvait laisser penser qu'eux. Et on les a accompagnés. Aujourd'hui, on en a accompagné plus de 2200. C'est vous qui devez les identifier, pardon, je vous coupe, parce qu'il y a une forme de honte, parce qu'on ne sait pas qu'on est un public fragile, comme vous le disiez, ou parce qu'on ne veut pas l'accepter? Il y a plusieurs choses. Là, déjà, et s'identifier pour dire j'ai une fragilité, c'est compliqué. Ouais. Personnellement, il y a une forme d'humilité aussi dans cette reconnaissance. Et puis, ne pas savoir non plus ce qui existe. C'est compliqué, on est dans un dédale, on parle souvent pour plein de sujets, de l'investissement, etc., du guichet unique, mais c'est vrai aussi pour les fragilités. Il n'y a pas de guichet unique qui dit à quelqu'un, tu appuies sur ce numéro, tu le composes, et puis on va te dire quel est le bon amendement d'électricité ou de gaz. Est-ce qu'il y a des fonds de solidarité dans ta région pour? Est-ce que les entreprises peuvent se mobiliser pour t'accompagner dans l'étalement de ta facture, dans l'optimisation de ta conso? C'est un peu ça. Et au fond, on s'est tous partagés entre les banques, l'eau. En fait, on a tous partagé nos bonnes pratiques pour justement essayer de les mettre en commun et essayer de les faire comprendre, de faire savoir aussi, puisque les banques ont aussi des sites sur lesquels, pour des obligations légales, ils sont obligés d'informer leurs clients. En fait, on les a tous informés collectivement de cette dynamique du collectif pour une économie plus inclusive, notamment sur ces offres d'accompagnement de nos clients fragiles, précaires. Puis on commence à travailler aussi sur nos salariés, parce que dans nos entreprises il y en a aussi. Alors, Laurent-Guillaume Guérat, Suez co-préside le groupe de travail avec Total sur ce sujet. Vous aussi, vous êtes parti du constat que si on ne prend pas en compte les populations fragiles, il n'y aura pas de transition juste. Et donc, vous l'avez mis au cœur de l'ADN de l'entreprise, ça aussi, finalement. Oui, bonjour à tous. Alors, effectivement, on co-préside ce groupe de travail dans le collectif des entreprises pour une économie plus inclusive. Ce mot collectif, il est essentiel. D'abord parce que, comme on l'a dit, c'est travailler en commun en échangeant nos bonnes pratiques et en sachant faire dans des partenariats entre les entreprises, les associations, les services de l'État qu'on peut être efficace. Si on a mis ça au cœur de l'ADN de Suez, c'est parce que notre métier et notre raison d'être, c'est de fournir des services essentiels. On gère l'eau, on gère les déchets et on fournit à nos clients des solutions qui permettent de protéger les ressources et d'améliorer la qualité de vie face à ces enjeux environnementaux qui sont grandissants et qu'on connaît tous. Si on l'a mis au cœur de notre ADN, c'est effectivement parce que nous sommes convaincus que dans cette raison d'être et dans cette volonté, ça ne peut fonctionner qu'à partir du moment où il y a une transition juste. C'est-à-dire que c'est assez simple. Si on laisse une partie de la population de côté, c'est l'ensemble de la société qui n'atteindra pas ces objectifs de réduction de carbone, etc. Et que, on l'a bien vu, on ne va pas revenir sur le débat des Gilets jaunes, mais on l'a vu que les mesures environnementales nécessitent une adhésion sociale. Et cette adhésion sociale, elle fonctionne à partir du moment où chacun est convaincu qu'on a pris sa situation particulière en compte dans une mesure. Et donc, on a comment est-ce qu'on réconcilie ça chez Suez? On aura l'occasion, je crois, de détailler les exemples plus business. Mais ce qu'on a fait en termes d'organisation, c'est qu'on a créé il y a une vingtaine d'années, sous la DRH, une direction de l'innovation sociale et circulaire qui est présente dans l'ensemble des territoires et qui a pour objet d'animer la dynamique d'inclusion de l'entreprise, les achats, les offres dans nos offres de services auprès de nos clients, le recrutement inclusif et les programmes de recrutement, et qui ont donc cette ingénierie pour aussi tisser des ponts avec l'économie sociale et solidaire et les services de l'État pour produire des services inclusifs. Et je voudrais vraiment insister sur cette notion de partenariat. Je crois que ce sera un fil rouge de beaucoup de discussions aujourd'hui.
face à ces enjeux, on a assez peu de solutions tout seul, on a assez peu la capacité tout seul à faire bouger les choses. Ça passe très souvent sur la coopération entre les entreprises, les services de l'État, le milieu associatif, et donc une coopération vertueuse d'échange. Et c'est dans cet esprit-là que nous sommes, avec nos collègues de Total, dans ce groupe de travail des entreprises qui s'engagent pour une économie plus inclusive. Alors les associations, justement, elles sont avec nous sur scène aujourd'hui. Alors, Benjamin Cavalli, pour vous aussi, il est évidemment clé de créer des nouvelles coalitions d'acteurs, public, privé, ce qu'on vient d'entendre. Vous, en l'occurrence, ce qui vous anime, c'est d'avoir un impact, et vous allez nous expliquer tout ça, sur les 1000 premiers jours de la vie d'un individu. L'accès à un bien essentiel, qui est vraiment le titre de notre table ronde. Racontez-nous ça. Bon, bonjour à tous, merci pour l'invitation, on est ravis d'être là. Le premier sujet qu'on a porté, nous, notre mission, c'est d'accompagner les familles sous contrainte budgétaire, et on va revenir à ce que ça veut dire sous contrainte budgétaire, sur l'alimentation de leurs enfants en bas âge, avec le fameux concept qui est aujourd'hui mieux connu des 1000 premiers jours, période clé. Et pour mieux comprendre un peu la logique de la coalition qu'on a créée, parce qu'effectivement, l'ADN de Malin, c'est une alliance de partenaires venant d'horizons différents qui, du coup, a lancé une démarche il y a bientôt plus de 15 ans et qui aujourd'hui continue à la porter et à la développer. C'est de vous expliquer les 3 constats sur lesquels on est parti. Donc effectivement, le premier, c'est les 1000 premiers jours. Et là, on avait les sociétés savantes de pédiatrie. Il faut savoir que la démarche est faite sous l'égide de Martin Hirsch quand il était haut-commissaire aux solidarités actives et qu'il était en train de mettre en place le RSA. Et les pédiatres sont arrivés. À l'époque, la littérature scientifique montait juste un peu en puissance sur ces sujets en disant il faut investir sur cette période. C'est un tremplin. Et donc, plein de choses se passent, notamment sur l'alimentation. Et en fait, assez rapidement, il y avait des associations. Moi, j'étais ancien salarié de la Croix-Rouge. On a dit, ouais, mais attention, sur cette période, des inégalités sociales hyper fortes, avec 2 sujets concrets pour les parents. Le premier, c'est que les parents en difficulté, comme beaucoup d'autres parents, peuvent être un peu perdus sur les messages et les bonnes pratiques. Est-ce que j'allaite? Est-ce que j'utilise le biberon? La diversification par la carotte, comment ça se passe? Et donc, il va falloir les accompagner sur ces sujets. Et après, il y a une réalité hyper forte. On a parlé des gilets jaunes. La contrainte budgétaire va venir impacter. Parce qu'une fois qu'on a compris quel était le type de produit qu'il fallait pouvoir donner, il faut pouvoir se les acheter. Et aujourd'hui, cette contrainte budgétaire, elle monte en puissance. On a des arbitrages budgétaires qui se font, alors oui, sur le lait infantile. Et donc ça, c'est une problématique sur laquelle on travaille. Mais il y a aussi des arbitrages sur les légumes. Souvent, on peut se dire, les légumes, c'est parfait. C'est pas cher, c'est bon pour la santé. Non, aujourd'hui, il y a des gens qui comprennent que les légumes, c'est top, mais qui ne peuvent pas s'en payer et qui vont aller sur des produits industriels ultra transformés, moins chers et plus simples à faire. Et donc ça, aujourd'hui, les chiffres, il faut les prendre avec des pincettes, mais on a environ 500 000 enfants qui sont dans des situations entre 0 et 3 ans, dans des situations un peu de danger, avec un vrai risque d'impact santé. Vous l'avez peut-être en tête, mais on a un modèle français qui nous préserve d'une pandémie mondiale en termes d'obésité. Enfin, préserver, ça veut dire qu'on limite la casse, mais la casse est en train de se faire. Notamment sur les sujets d'obésité et de surpoids dès le plus jeune âge qui montent en puissance, notamment sur les populations les plus en difficulté. Donc il y a un vrai sujet de santé publique. Et le dernier point qui était hyper important, c'est que face à ces enjeux-là, il y avait 2 acteurs qui regardaient le sujet de manière un peu différente sur les solutions existantes. Il y avait à la Croix-Rouge française la question de la réflexion autour des limites de l'aide alimentaire. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est une solution strictement nécessaire. Maintenant, il y avait intérêt quand même, compte tenu des évolutions, à la repenser. Elle ne touche pas toutes les familles qui ont du mal à boucler leur fin de mois. 75% des familles qu'on touche sur le programme ne sont pas bénéficiaires de l'aide alimentaire. Il y a des critères d'éligibilité, il y a les questions pratiques, il faut aller à l'autre bout de la ville, le jeudi après-midi, de 14 à 16 heures. Enfin, tout ça, il fallait le poser sur la table aussi. Et du côté de chez Martin Hirsch, il y avait ce qu'il avait mis en évidence quand il a scanné le budget des futurs bénéficiaires du RSA avec le phénomène de double peine qui est plus on est pauvre, plus on paye cher l'accès à des produits et services essentiels en valeur relative et en valeur absolue. Et en valeur absolue, c'était l'exemple du lait infantile, puisque entre 15 et 20 euros, c'est le même prix pour tout le monde, sauf que ça n'a pas le même poids dans tous les budgets.
Et autour de ce panorama-là, effectivement, il y a un consensus qui s'est fait. Et donc, on a créé une coalition avec des pouvoirs publics. Pour nous, c'était essentiel d'avoir cet engagement-là. Des sociétés savantes de pédiatrie, des associations comme la Croix-Rouge, des entreprises. Et donc, au départ, effectivement, Danone a été précurseur, est venu s'engager sur ce projet-là. Maintenant, cette alliance-là s'est élargie puisqu'on a environ une vingtaine d'entreprises qui ont rejoint l'aventure depuis. Et, hyper important, des chercheurs. Et donc, cette coalition-là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a porté une vision commune sur une mission. On dit souvent c'est un peu une auberge espagnole, programme malin, parce qu'on a cette vision commune, mais chaque partenaire va venir se nourrir sur des objectifs spécifiques. C'est-à-dire que l'engagement des entreprises, l'engagement des pouvoirs publics ne se font pas de manière totalement désintéressée. Ils viennent servir la cause, mais derrière, on vient aussi s'ancrer sur des objectifs stratégiques et on vient nourrir ces objectifs-là. Et le dernier point, mais je le détaillerai après, c'est que ce qui était aussi important, c'était que l'objectif, ce n'était pas de coller un maximum de logos et de porter cette vision stratégique autour de ces enjeux, mais ça va être aussi de mettre à disposition le cœur de métier de chaque partenaire pour créer une offre innovante et, in fine, répondre à la problématique. Alors, Cathy Escoffier, alors avec le réseau téléphonique, le numérique, on est dans des sujets complètement différents de cet enjeu de l'infantile dont vient de nous parler Benjamin Cavalli, mais c'est aussi largement un enjeu d'inclusion, d'exclusion, inclusion. Comment on fait concrètement pour ne laisser personne au bord du chemin ? D'abord, bonjour à toutes et tous. Effectivement, l'accès à Internet aujourd'hui est considéré comme un bien essentiel. Personne ne peut s'en passer, parfois même trop, mais ça c'est un autre sujet. Et d'ailleurs, dans les enjeux et les discussions que nous avons avec un certain nombre de partenaires, et notamment avec France Travail, je crois que c'est le deuxième sujet du frein à l'emploi aujourd'hui. Donc, avoir un accès à Internet, c'est plusieurs choses. C'est d'abord déployer du réseau, ça c'est notre métier. C'est d'équiper d'un PC ou d'un téléphone, et puis après c'est d'accompagner, je vais y revenir. En fait, on a fait un travail avec l'Action Tank Entreprises et Pauvreté, qui a été cofondé d'ailleurs et par Emmanuel Faber et par Martin Hirsch. Et on a travaillé avec des associations, parce que de quoi parle-t-on quand on parle en fait de personnes avec des revenus qui sont en difficulté? Quand on a discuté avec les associations, en fait, nous avons dans des foyers aujourd'hui des personnes qui arbitrent entre accéder à Internet et manger. Donc ça, aujourd'hui, ce n'est pas acceptable, évidemment, sur tous les sujets qu'on a évoqués. Mais la question, c'est de se dire comment je fais en sorte qu'effectivement, je ne fasse pas cet arbitrage. Et effectivement, c'est tellement devenu essentiel pour la démarche administrative, pour accéder à... On en parlait à Parcoursup ou à Pronote. Voilà, donc c'est devenu vraiment un sujet important. Et tout à l'heure, le président d'AXA va dire qu'est-ce que ça veut dire de faire ça pour le transformer dans ces entreprises. Donc en fait, voilà, nous avons la chance d'avoir chez Orange des sociologues et des gens qui travaillent en innovation sociale, et on a dit en fait, est-ce qu'on peut avoir une démarche de social business, c'est-à-dire d'accepter dans une entreprise de ne pas faire de bénéfices sur un sujet. Et donc ça a été la clé angulaire avec deux sujets. D'abord, ça veut dire des débats avec la RSE dont je fais partie, et avec le marketing, déjà, pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire dans un contexte compliqué avec de la réglementation. Et puis après, surtout, ça veut dire qu'on a des dirigeants qui s'engagent dans l'entreprise et qui vont arbitrer et pousser les sujets. Et donc ça veut dire que ce sujet-là, il a été vu en COMEX. Parce qu'autrement, vous pouvez ramer en tant que RSE avec le marketing. Alors, est-ce qu'on va faire de la marge, est-ce qu'on va pas... Et donc, ça a été le premier sujet de son importance, c'est de se dire, je décide d'y aller, et on a des dirigeants comme est-ce qu'on dit, on y va. Voilà, on verra bien. Et ça a été compliqué, mais on va atteindre à peu près 100 000 bénéficiaires d'ici la fin de l'année. Donc ça, c'est pour l'accès. Donc on a un prix bas, à 15,99 €. Quand je dis social business, ça veut dire que c'est pas gratuit. Voilà. On a travaillé pour avoir un accès avec un PC, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de foyers ont accès à du mobile. Et je voudrais juste citer deux choses. L'écart qu'on a dans la population entre des gens qui ont accès à Internet, sur les foyers les plus bas revenus, 85% des gens ont accès à Internet. Sur les plus hauts revenus, c'est 98%. Et sur les PC, dans les chiffres de l'INSEE, c'est pour les foyers les 10% les plus faibles,
c'est 68% des foyers français qui ont accès à un PC, contre 98% pour les très hauts revenus, la moyenne étant à 85%. Donc vous voyez, on a 20 points d'écart, et donc voilà, on doit travailler sur ce point. Et donc je voulais juste dire que ce travail-là, on l'a fait aussi en se disant comment je permets d'avoir un accès à un PC. Et donc là aussi, on a discuté en interne, on a récupéré les PC des salariés, qui sont des PC très haut de gamme, on les a reconditionnés en travaillant avec aussi les enjeux du collectif, en travaillant avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire. C'est 20 millions d'euros qui sont consacrés chaque année aux acteurs de l'économie sociale et solidaire aujourd'hui, pour reconditionner ces PC et les revendre à prix coûtant, c'est-à-dire moins de 169 €, avec un service de SAV, un entretien, etc. Voilà. Et le dernier point, c'est, et on l'a dit tout à l'heure, et la ministre l'a dit, c'est l'accompagnement. Et l'accompagnement, aujourd'hui, c'est la confiance dans le numérique. On l'a vu avec les fake news, avec les enjeux de sécurité, avec évidemment des acteurs. On discutait avec les acteurs de Viginum qui sont en train de travailler sur la rupture de la confiance entre l'État et les citoyens, les citoyens et l'entreprise. Comment, en fait, collectivement, on fait en sorte de sensibiliser les gens sur les enjeux de l'accès à Internet, sur les fake news, sur ces sujets-là. Voilà. Je reviendrai après dans le détail, mais je pense que c'est juste pour vous brosser un peu, de se dire au quotidien de ces personnes. Et l'accès, c'est coefficient 700, c'est-à-dire pas beaucoup dans les revenus des foyers français. Alors, Abdelali El-Badawi, les entreprises le disent toutes, hein, on les a entendues, elles ont besoin du relais des associations, du relais des associations comme les vôtres. Alors, les inégalités face aux questions de santé, contre lesquelles vous luttez, je vais oser dire que vous les avez connues, et c'est peut-être votre histoire qui va nous illustrer en introduction le mieux notre sujet. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots, avant de nous parler de l'association, de l'organisation du réseau Banlieue Santé, et de nous expliquer comment vous visez justement les bonnes personnes, les publics qui ont le plus besoin, ce sujet qu'on a commencé à aborder. Voilà, nous raconter un peu votre histoire qui finalement explique tout le reste. Oui, merci, bonjour à tous. Merci à Romain pour cet événement. Donc moi je suis infirmier de profession. Tout d'abord, c'est important de le dire que finalement l'un des biens essentiels qu'on oublie, c'est la santé. En 2020, c'était ceux qui étaient au plus proches des personnes les plus vulnérables. Et en 1948, la sécurité sociale a été créée. Et c'est qui a été ceux qui ont été les premiers contributeurs et contributrices? Ce sont les ouvriers. Les ouvriers qui sont ceux qui ont finalement le moins utilisé leurs droits sociaux et le plus cotisé leurs droits sociaux. C'est important de rappeler aussi l'histoire parce que finalement on pense en 2025 qu'on a tout inventé, mais je crois que nos anciens avaient déjà anticipé beaucoup de choses et en fait on est le fruit de ce qu'ils ont fait. Mon père a été touché d'amiante et de silicose, mon grand-père, mon oncle. Pour mon oncle et mon grand-père sont décédés d'un cancer du poumon. Ils ont été diagnostiqués très tard et je pense que c'est important de parler aussi de vie parce que ce dont on parle, c'est d'espérance de vie. Il y a 7 ans, entre 7 et 10 ans d'écart d'espérance de vie entre ouvriers et cadres sup en France. Même si on a une sécurité sociale, même si on a une mutuelle, même si on a ce que vous voulez, il y a encore des gens aujourd'hui qui sont éloignés du parcours de santé, du parcours de droit commun. Et donc, c'est important de remettre toutes ces personnes dans la notion de droit commun. Et puis après, c'est quoi la définition finalement des publics à l'écart ? Moi, je l'ai, elle est simple, elle est très longue, malheureusement. Ce sont des femmes, ce sont des familles monoparentales qui sont souvent des femmes. 86% des familles monoparentales dans les quartiers populaires sont des femmes. Les enfants, les personnes en situation de handicap, les personnes racisées, les migrants, les personnes âgées, les seniors, etc., etc. Et la liste est longue comme ça parce qu'aujourd'hui, dans notre système, on est dans un système d'égoïsme et on pense souvent à nous-mêmes alors qu'on doit penser à un commun, on doit penser aux autres. Et c'est important aussi de le redéfinir dans ces notions, d'expliquer aussi qu'on peut faire tout ce qu'on veut sur le terrain, les organisations qu'on veut monter, etc. Si on ne prend pas le temps d'écouter finalement celles et ceux qui sont en hyper proximité et qui font cette logistique du dernier kilomètre des politiques publiques, on va continuer à faire des choses, à investir dans des gens, dans des trucs qui en fait ne fonctionnent pas et ne fonctionneront jamais malgré les millions et les milliards qu'on peut mettre. Et puis aussi, je pense qu'il faut avoir une dimension très scientifique de ce que vous faites. Nous, on est en train de travailler depuis un certain nombre d'années avec le CNRS, avec Santé publique France. On a déjà publié d'ailleurs des études scientifiques sur des publics en angle mort, qui sont les personnes âgées vivant en logement social.
Et donc, on s'est rendu compte aussi qu'il y a une réalité, c'est que c'est des personnes qui sont de plus en plus isolées. Et l'entreprise, qui est au cœur du système, je pense que c'est important qu'elle voit les choses sous un prisme où ce n'est pas juste le nom d'entreprise qui doit s'engager. C'est chaque individu dans une entreprise qui doit s'engager auprès, finalement, des organisations qui font ce travail de proximité, qui font tous les jours cet appel et qui travaillent auprès des personnes les plus vulnérables. Je donne un exemple concret, une association qui s'occupe des chats du quartier. Alors souvent, on rigole en disant « et pourquoi ?» Ils font un travail de proximité, mais finalement, s'occuper des animaux du quartier, c'est aussi s'occuper des personnes âgées qui ont besoin d'avoir quelque chose ou quelqu'un qui est présent à la maison. Et donc souvent, moi je le vois avec les patients qu'on a accompagnés, c'est qu'on a des résultats incroyables quand ils ont un animal de compagnie. Et donc je pense que c'est important aussi d'avoir cette démarche finalement très humaine et humaniste, plutôt que des chiffres et des KPIs pour dire moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. Bon, c'est super, mais moi je vois tous les jours des posts sur LinkedIn de gens qui vous disent on a fait ça avec tant de choses, etc. Mais finalement, quand on toque et on creuse, il ne se passe rien. Et je pense que c'est important aussi qu'on vraiment soit au clair avec cela et qu'on puisse investir finalement pas que des moyens, mais qu'on prenne le temps d'aller faire en sorte que les organisations qui font ce travail de proximité, on puisse aussi leur donner les moyens de manière pluriannuelle. Pas juste, tiens, cette année je te donne et après on verra l'année prochaine. Et ça met en péril tout un système en fait. Et pour continuer et finir, parce que je suis un grand bavard, et puis il y a Thibaut ici qui est encore plus bavard que moi, et je pense que c'est important qu'aujourd'hui, dans notre société, les entreprises, mais aussi, je dirais, les acteurs publics, on a France Travail, mais on a aussi d'autres organisations qui aujourd'hui s'y mettent de plus en plus. Il faut aussi vraiment prendre ce temps, encore une fois, d'écouter les organisations qui font ce travail de proximité et mettre la santé au cœur du système avec une vision holistique des choses. Parce que mon métier en tant que soignant, c'est effectivement de soigner, mais pas juste de soigner, c'est surtout d'écouter et de voir les choses de manière holistique en disant l'énergie, le logement, la culture, le numérique, tout ça, pour moi, sont des acteurs de la santé. Et donc, voilà, donc aujourd'hui, c'est un travail qui est fait par mes organisations comme Banlieue Santé et d'autres, mais il n'y a pas que nous, il y a aussi plein d'autres qui font et qui ne viendront jamais ici, qui n'auront pas le temps de le faire. Et moi, je le dis souvent, moi, je ne suis pas quelqu'un qui a le temps de toujours venir sur les plateaux parce qu'en fait, on est très occupé sur le terrain. Et ça nous préoccupe. Et aujourd'hui, en 2025, il y a de plus en plus d'inégalités sociales, mais il faut plus de moyens humains, financiers, politiques pour accélérer cette transition sociale et que ce ne soit pas juste des coups de com' encore pour dire on a fait ci. Alors Isabelle Poirier, j'ai envie de vous faire réagir à ce qui vient d'être dit. Comment vous travaillez avec ces associations? Comment vous les écoutez? Puisque c'est le message qui est vraiment lancé. Moi, j'ai envie de vous entendre là-dessus. En fait, ça fait vraiment écho à notre cheminement. Parce qu'en fait, au niveau du collectif, au départ, on a travaillé entre nous. C'est-à-dire qu'entre entreprises, on s'est dit, on va essayer de partager ce qu'on sait faire et puis on va essayer de construire. Et puis là, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y en a qui connaissaient, d'abord pour identifier, pour savoir comment on parle à ces publics fragiles, quels sont leurs véritables besoins, d'où la création de ces collectifs dans les territoires qui commencent à effectivement se rapprocher des centres d'action sociale, des PIMS, les médiateurs des actions sociales. Et c'est un peu la prochaine étape d'ailleurs, puisque maintenant on va faire des initiatives dans les territoires et pas simplement nous, entre nous, en se disant qu'effectivement, on a une capacité à aller vers. C'est un peu ce que disait tout à l'heure Benjamin pour le programme Malin. On le fait de façon collective avec ceux qui savent et avec ceux qui vont et qui font ce lien sur ces territoires. Et effectivement, nous, c'est le frein qu'on a immédiatement, assez rapidement compris et essayé de lever, parce que tout seul, on n'y arrive pas. En collectif, on est plus fort, mais si on ne parle pas avec les associations qui sont sur le terrain et qui vivent dans ces quartiers sur le terrain, même si nos équipes y sont, parce que
on a tous des milliers de collaborateurs qui sont dans les territoires ruraux, dans les pieds d'immeubles, dans les quartiers, etc. Pour autant, on est quand même tous, il faut quand même se le dire, chacun dans son couloir de nage. Et même si on a la volonté de bien faire, si on ne se parle pas, en fait, on n'y arrive pas. Et clairement, c'est la réalité de ce qu'on est en train de vivre. C'est pour ça que la prochaine étape pour nous aussi, c'est de faire, d'avoir cette capacité de faire dans les territoires ensemble. Et ensemble, c'est pas simplement ce collectif, c'est un collectif élargi à tout ce qui se passe dans les territoires, à tous ceux qui, justement, ces associations qui savent. Alors, si je vous entends bien, en fait, il faut être un petit peu holistique. Je vais utiliser ce mot. Et alors, Laurent Guémguéra, quand on parle de repenser les modèles économiques pour être inclusifs, ça va, vous avez commencé à le dire tout à l'heure, de la manière de recruter aux critères d'achat, en passant par les nouvelles offres de services. On arrive à concilier tout ça, à rassembler tout ça. Alors, effectivement, être plus inclusif dans nos services, dans notre façon de fonctionner, on peut citer deux choses. Ça oblige à repenser nos modes opératoires. Nos modes opératoires, c'est ce qui va être plutôt sous le contrôle direct interne de l'entreprise. Thomas Bobel, tout à l'heure, a évoqué les achats inclusifs. Donc en 2024, on a fait 25 millions d'euros d'achats inclusifs en faveur du secteur, soit de l'économie sociale et solidaire, soit des entreprises employant des personnes en situation de handicap. C'est assez classique, nos entreprises ont l'habitude de le faire. Encore faut-il maintenir l'effort, y compris quand ça peut devenir plus compliqué dans nos équations budgétaires. Mais ça, c'est quelque chose, on va dire, que l'entreprise peut faire et peut mettre en œuvre par elle-même. Il y a le recrutement. Alors nous, on a une chance chez Suez. Je dis que c'est une chance. On a une palette d'emplois qui va des emplois très peu qualifiés aux emplois extrêmement qualifiés. Mais on a la capacité à intégrer dans les métiers, par exemple du tri, dans les métiers du tri de déchets ou ce type d'activité, on a la capacité à intégrer des publics qui sont peu qualifiés, voire très éloignés de l'emploi. Et donc, on a un exemple chez Suez, interne, on a une société sociale, Suez Rebond, qu'on a créée en 2002, je crois, il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, et qui a accompagné, durant cette période, plus de 13 000 personnes vers un retour pérenne, vers une formation ou un emploi. Ça, ce sont les modes opératoires. Après, il y a les services. Vous évoquez notre offre de services. Et là, je voulais évoquer le fait que dans l'offre de services, c'est le cas de la réalité de Suez, je crois que c'est le cas de la réalité de pas mal d'entreprises, il n'y a pas une réponse unique, mais c'est une réponse souvent territoriale. On a beaucoup de clients publics qui sont sur un territoire. Et je crois, la ministre l'évoquait tout à l'heure, on est quand même passé en France d'un schéma où on avait des clauses d'insertion, des heures d'insertion dans les marchés publics et où c'était beaucoup des obligations à remplir. Et on est passé de ça à la construction d'un modèle, notamment d'un élu, d'une personne publique pour un territoire. Comment est-ce qu'on met de l'impact à travers l'insertion sur un territoire? Et là, il n'y a pas une réponse unique, il y a une réponse par territoire. Alors j'ai quelques exemples rapidement que je peux vous donner. En matière d'eau, par exemple, c'est les plomberies solidaires. On en a lancé 3 en France en partenariat avec nos clients l'année dernière, à Nanterre, dans des territoires plus ruraux, à Brive, dans des quartiers prioritaires de la ville. Et ça fonctionne de façon très simple, c'est permettre à des foyers modestes, en situation de précarité, de bénéficier de conseils, de bénéficier d'équipements chez eux, de bénéficier de services de plomberie. Parce que quand vous n'avez pas de moyens, vous êtes dans un logement où l'équipement peut-être n'est pas très bon, où vous avez une consommation d'eau encore plus importante parce que votre équipement n'est pas performant par rapport à ce que vous auriez, et vous vous retrouvez finalement doublement pénalisé. En fait, vous avez moins de moyens et vous allez payer finalement plus cher, et donc parce que vous n'avez pas les moyens de faire intervenir un professionnel pour faire des travaux, etc. Donc des plomberies solidaires, ce sont des solutions. À Nanterre, par exemple, c'est avec Nanterre Habitat, avec notre client Sénéo, parce que le territoire a voulu aller vers cette direction pour les publics fragilisés. On a un partenariat national avec les PIMS également. On accompagne 10 000 personnes. Alors c'est à Dijon, à Montargis, à Creil, dans différents territoires. On accompagne des personnes avec des bilans personnalisés, des aides pour faire face aux factures d'eau, les aider aussi dans des démarches parfois avec des bailleurs pour faire intervenir et pour faire des travaux. Il y a des sujets aussi sur certains territoires qui sont des sujets tout simples de pouvoir d'achat, avec des chèques eau. Par exemple, on peut prendre un exemple ultramarin. Vous connaissez la situation des Outre-mer. On a en Guyane une société, la Guyanaise des Eaux, qui en partenariat avec nos clients met en place des chèques eau
pour les foyers qui sont en situation de précarité financière. Et puis je voulais citer un exemple dans le déchet, parce que l'activité du déchet aujourd'hui se prête extrêmement bien aux activités d'inclusion et d'économie circulaire. Je voulais citer un exemple que sont les ressourceries aujourd'hui qu'on adosse au site de collecte des déchets ou de déchetterie. Il y a des exemples en France, à Montauban, à Nevers. Ça marche comment? C'est comme des supermarchés à l'envers, en fait, tout simplement. Des matériaux de construction ou des biens de consommation sont amenés ici. Au lieu d'être détruits dans le cycle normal du déchet, ils sont réparés, ils sont ressourcés et ils sont rendus accessibles, soit gratuitement, soit à un très faible prix aux personnes qui peuvent donc en bénéficier. Donc la matière est réutilisée. Le cycle de gestion de ça et les emplois de réparation sont des personnes en insertion, donc on crée de l'emploi et puis on permet d'accéder à des biens qui auraient été perdus sinon à des coûts très très faibles. Il y a un exemple intéressant en Europe, hors de France, c'est Manchester. Je pense que ça doit être l'expérience à l'échelle industrielle la plus importante en Europe, où Suez gère pour le Grand Manchester un resourcing hub et qui permet de générer des revenus qui à la fois permettent aux populations paupérisées de Manchester d'acquérir des biens à un très très bas coût, voire gratuitement, et les revenus vont financer la trajectoire carbone du Grand Manchester. Donc là, on est vraiment dans un exemple d'économie circulaire qui fait de l'intégration et de l'inclusion sociale. Alors, on sent que vous auriez plein d'exemples comme ça à nous donner, mais je vais vous arrêter. Aussi passionnant soit-il. Alors, vous avez justement tous des tas d'exemples à nous donner. Vous nous avez dit, Cathy Escoffier, il faut accepter de ne pas faire de bénéfices sur un sujet, mais il y a quand même un aspect sur lequel vous insistez, c'est que toute cette stratégie d'entreprise, ce n'est pas du mécénat. Oui, c'est important parce qu'effectivement, on n'est pas dans le mécénat. Donc, on a intégré ce sujet dans le business de l'entreprise. Donc ça, déjà, c'est important. Ça veut dire qu'on a essayé, on a transformé, enfin en tout cas, on a décidé de l'intégrer. Donc ça veut dire que voilà, on vend un produit et un service. Quand on discute avec les populations, elles n'ont pas envie d'avoir des produits et des services au rabais. Elles nous disent on veut la même chose. On l'a dit tout à l'heure, en fait, effectivement, on s'adresse d'abord à des personnes. Mais je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit monsieur. Qui, moi, me semble important, c'est comment, en fait, tout un chacun dans cette salle, on va au contact des personnes et des populations. Et donc, aujourd'hui, on a certaines entreprises qui dédient du temps à leurs salariés, 2 jours, 3 jours, 4 jours par mois. Ça, c'est important parce qu'elles peuvent s'engager de façon citoyenne. Et en plus, les dernières études montrent que les personnes qui s'engagent, en fait, c'est celles qui sont le plus heureuses dans la vie. Aussi au quotidien. Donc c'est tout, j'allais dire, c'est tout bénéfice, mais c'est la seule façon de comprendre et d'être à l'écoute aussi des personnes. Donc je voudrais juste réinsister là-dessus parce que en fait le changement il se fait d'abord parce qu'il y a un engagement personnel individuel. Voilà, donc je réinsiste là-dessus, mais voilà, il faut pouvoir le faire, encourager, et ça, je pense que c'est aussi le rôle des chefs d'entreprise de mettre les conditions. Ça veut dire discuter avec ses partenaires sociaux. Pour accepter, puis parce que ça a un coût, donc on décide aussi de dégager un coût du travail sur ces actions. Donc c'est pas du mécénat, mais sur ces actions de social business, on n'a pas de cadre d'incitation positive ou fiscale pour aider sur ce type de biens et services. Voilà, donc on est en train de regarder avec le collectif comment on peut mettre en commun l'ensemble de ces actions en essayant de le regarder sur un territoire pour voir comment on peut le faire. Mais dans le mécénat, vous avez des incitations. Sur ce genre d'accès à des biens et des services essentiels, finalement, il n'y a pas de cadre, j'allais dire, d'incitatif positif pour le faire. Et c'est peut-être ça aussi qu'on doit travailler ensemble aujourd'hui. Alors, Benjamin Cavalli, vous avez commencé à le dire tout à l'heure, vous êtes face à des publics sous contraintes budgétaires, sous contraintes financières, et ça vous pousse à être innovant. Vous êtes obligé d'innover en permanence pour pouvoir offrir cet accès à ce bien essentiel qui est la nourriture des enfants. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. La coalition avait pour objectif de proposer une offre un peu innovante. C'est important, je vais reprendre les 2 points sur les acteurs de proximité. Enfin, avant de faire quoi que ce soit, en fait, nous, on a été sur le terrain, discuter avec ces acteurs de proximité, les PMI, les crèches, les associations, les puéricultrices. Et on est venu observer pendant 2 ans, en lien d'ailleurs avec un partenaire qui a été totalement clé et qui s'est co-créé avec nous au même moment, qui était l'Action Tank Entreprise et Pauvreté. On a réfléchi à la méthodologie. On s'est dit, il faut observer. Et après, le deuxième point, au-delà de se dire que la solution allait être co-créée avec ces acteurs de proximité et les familles, il fallait qu'on prenne du temps
Et ça, c'est aussi un point hyper compliqué, d'où l'importance de l'engagement des dirigeants, que ce soit des entreprises, des pouvoirs publics. Je vais faire peur, mais nous, le cahier des charges, c'était de trouver une offre impactante, co-créée avec des acteurs de proximité et des familles, déployable à grande échelle. On a mis 13 ans à trouver le bon réglage. J'ai appuyé sur le bouton. Alors, bien sûr, on pourrait faire beaucoup plus vite maintenant, d'où l'intérêt de partager notre tour d'expérience. Donc concrètement, aujourd'hui, comment on a agi? C'est-à-dire qu'effectivement, on s'est dit les acteurs de proximité sont fondamentaux, il leur manque des outils, il faut les soutenir. Et donc, je suis puéricultrice de crèche, j'ai une maman qui ne peut pas payer ses factures en situation monoparentale, je peux l'inscrire à Malin pour qu'elle puisse bénéficier de conseils et de l'offre coup de pouce pour acheter des produits adaptés de qualité moins chère. Donc ça, c'est la première chose. Et après, on s'est dit qu'il faut massifier parce qu'il y a un sujet du aller vers. Ces acteurs de proximité, ils existent, ils sont fondamentaux, mais ils ne touchent pas tous les publics sur tous les territoires. Et donc là, l'idée, c'est que sur l'identification des familles, on a noué un partenariat stratégique avec la Caisse nationale d'allocation familiale. C'est une première. Alors, on espère que la porte pourra s'ouvrir aussi sur d'autres projets comme nous. Mais nous, aujourd'hui, on a une chance unique, c'est de pouvoir envoyer un mail. Enfin, c'est la CNAF qui envoie, on ne récupère pas les données de la CNAF. La CNAF envoie un mail à l'ensemble des allocataires, la grossesse aux 5 mois de l'enfant, 90 000 mails chaque mois. Et on touche tous les parents. Parce que l'autre point aussi hyper important, et ça, c'était en lien avec les enjeux... Il y a un sujet marketing derrière et qui est un peu tabou sur le secteur associatif, mais qui est fondamental pour mieux adresser les besoins. C'est de se dire il faut aussi qu'on évite l'offre pour pauvres. Parce que finalement, une bonne partie des populations, quand les familles, on les interroge, elles ont envie d'aller, comme monsieur, madame, tout le monde, faire leurs courses au marché, au supermarché, en vente en ligne. Et donc ça, c'était un point fondamental dans notre démarche. Et donc effectivement, ce mail-là, aujourd'hui, nous permet de toucher beaucoup de monde, puisque depuis 2012, on a touché 270 000 familles. À l'heure où je vous parle, on accompagne 140 000 enfants. Et donc ensuite, on a une offre conseil qui a été co-créée avec des sociétés savantes de pédiatrie. Et là, on a à la fois du conseil qui est diffusé directement aux familles, mais on travaille avec les acteurs de proximité pour les former et pour qu'ils puissent mieux accompagner ces familles sur les sujets-là. Et sur l'offre budgétaire, c'est un peu le cœur de l'innovation avec les acteurs économiques. C'est qu'on a créé une offre c'est des réductions avec 3 outils marketing. On a des bons de réduction qui permettent d'acheter des produits adaptés de qualité dans tous les supermarchés en France, des marques partenaires, avec une validation sur les produits des sociétés savantes de pédiatrie. On a de la vente en ligne, on fait ça sur des ustensiles de cuisine pour promouvoir le fait maison. Et on fait ça aussi actuellement sur des produits bio avec notre partenaire La Fourche. On a un pilote qui s'est lancé récemment. Et on a aussi une offre de proximité, puisque l'idée, c'est de reproduire le choix du consommateur. Et là, grâce au soutien de l'État, on a des dispositifs innovants où on permet à des gens d'acheter via une application des produits chez le poissonnier et dans des circuits courts. Et les 2 dernières choses sur lesquelles on a travaillé aussi de manière innovante, et c'est hyper important, c'est que il y a les acteurs de proximité et souvent on oppose l'enjeu du digital avec la proximité. Nous, on dit qu'il faut miser absolument sur les deux. Il faut même utiliser le digital pour que les gens reconnectent aussi avec ces acteurs de proximité. Et donc sur le digital, nous, on a beaucoup investi. Il faut savoir aujourd'hui que le sujet et la réalité des parents, c'est que pour récupérer des conseils, ils vont sur ChatGPT. Et donc cette réalité-là, il faut aussi l'adresser. Et donc là, on est accompagné par Accenture et sa fondation pour avoir une transformation digitale et avoir aussi des outils performants pour pouvoir accompagner ces familles correctement sur le digital. Et le dernier point qui est clé aussi, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi mesurer l'impact santé, c'est-à-dire est-ce que cette coalition et ces années-là ont servi à faire avancer les inégalités sociales. Et donc là, on a fait un partenariat avec l'INSERM, soutenu financièrement aussi de manière importante par AXA. Et donc là, on a une étude qui est une première scientifique où on suit 600 enfants qu'on recrute pendant la grossesse à la maternité, qu'on va suivre pendant 2 ans et demi. Et avec ça, on va voir la situation nutritionnelle initiale de ces enfants. Et là, ça va être utile pour tout le monde, puisqu'on va pouvoir identifier les problématiques concrètes et l'impact santé que ça a. Et on va également pouvoir mesurer l'impact santé du programme Malin, avec, encore une fois, une vision. Les résultats seront en 2027. Donc ça aussi, il y a une notion de temps qui est hyper importante. Et là, l'idée, ce ne sera pas de dire au miracle, on règle tout, on est hyper humble dans notre démarche, mais c'est de pouvoir identifier là où on est utile et là où il faut renforcer notre offre.
Merci beaucoup Abdelali El Badawi. Je vais vous donner le mot de la fin. Vous avez recité tout à l'heure une phrase vous avez donné un chiffre que vous donnez régulièrement parce qu'il est assez impactant, qui a près de 10 ans d'écart d'espérance de vie entre l'ouvrier et le cadre en France. Si vous aviez une recette, non pas une baguette magique, mais vous avez beaucoup touché par vos mots tout à l'heure, mais si vous aviez la recette pour mettre fin à cette inégalité, justement, ce serait laquelle ? Moi, je pense qu'il faut donner les moyens aux femmes de le faire. Pourquoi ? Parce qu'elles sont en première ligne des inégalités sociales, portent souvent le poids de la vie seules. Elles portent la vie, pour certaines. Et pour moi, elles sont la résolution aux inégalités sociales. Pourquoi j'en parle ? Parce qu'on a monté un programme qui s'appelle Ambassadrice Santé, financé par l'ARS maintenant, par le ministère de la Santé, mais aussi par l'ANCT, le ministère de la Ville, où on est en train de former les femmes à devenir ambassadrices de leur propre santé, la santé de leurs enfants, de leur famille, mais aussi du quartier, rémunérées, ce qui permet finalement de transformer la société localement. Et puis je voulais aussi redonner juste une définition de banlieue, parce que souvent elle est très mal méconnue. Une des définitions qui ne veut pas dire banlieue, quartier populaire, mais qui veut dire lieu banni, le verlan de banlieue, lieu banni, la mise au ban, toutes celles et ceux qui sont loin du droit commun. Au XIVe siècle, les rois mettaient les personnes atteintes de lèpre, de peste, les indigents, dans des lieux bannis. Donc pour moi, la recette, c'est redonner du sens, de l'amour, de la présence, et puis faire en sorte que toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui en situation de vulnérabilité, nous pensons en se disant que ces personnes-là ont une compétence, ont une résilience, et mettre les moyens sur ces personnes-là, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Merci beaucoup. Merci à tous les 5.